Au sommaire de cette édition, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce jeudi de nombreux viols commis au Kenya pendant les violences électorales. En Somalie, un attentat suicide perpétré ce jeudi matin dans une école de police à Mogadiscio a fait plusieurs morts, selon un commandant des forces de l'ordre. Et puis, ouverture ce jeudi du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, soupçonné de détournement de deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vainqueur de l'élection présidentielle du 13 novembre dernier dans la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi du parti au pouvoir Kul Miyei est officiellement investi. À l'issue de l'élection présidentielle du 13 novembre dernier, dans la République autoproclamée du Somaliland, le candidat du parti au pouvoir Kul Miyei, Moussa Bihi, a été déclaré vainqueur ce mardi par la commission électorale. Je promets qu'il y aura obligation de rendre des comptes pour tous ceux inclus dans le gouvernement, que cela soit pour la finance ou autre chose. Je promets de préserver la justice et l'égalité pour notre peuple et notre pays autant que possible. Âgé de 69 ans, Moussa Bihi, officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur, a obtenu 55% des suffrages, loin devant Abdirahman Hiro du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Il succédera ainsi au président Ahmed Mohamed Silanio, qui ne s'est pas représenté. J'appelle le peuple du Somaliland à obéir à leur nouveau président. Et c'est obligatoire pour nous de travailler avec lui, comme vous avez tous travaillé avec moi. Les quelques 4 millions d'habitants de cette république semi-désertique espèrent que cette troisième élection démocratique, depuis la déclaration d'indépendance du reste de la Somalie en 1991, renforcera leur quête de reconnaissance internationale. En effet, le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. En Angola, le grand ménage engagé par le nouveau président João Lourenço contre les intérêts de son prédécesseur, José Eduardo dos Santos, suscite des tensions au sommet du pays. L'ancien président angolais Eduardo dos Santos et son successeur João Lourenço se sont livrés à une passe d'armes publique inédite. Jusque-là silencieux, José Eduardo dos Santos, toujours chef du MPLA, le parti au pouvoir, est sorti de sa réserve pour adresser un conseil de modération au nouveau chef de l'État. Lors d'une réunion du bureau politique du parti, il a déclaré que les changements sont nécessaires, mais ils ne devraient pas être aussi radicaux. En effet, depuis sa prise de fonction, le président João Lourenço a congédié ces dernières semaines nombre de proches de l'ancien président de la tête des institutions et entreprises publiques. Même Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président, a aussi été limogée le mois dernier de la direction de la compagnie pétrolière nationale Sonangol en difficulté pour cause de baisse des cours du brut. En réponse à son prédécesseur devant le même auditoire ce mercredi, le chef de l'État João Lourenço a promis de continuer à lutter contre la corruption. Pendant sa campagne électorale, il s'était engagé à relancer l'économie en crise du pays, à la population parmi les plus pauvres de la planète malgré sa manne pétrolière, notamment en mobilisant les investisseurs étrangers. Pour rappel, Eduardo dos Santos a quitté la présidence à la suite des élections générales d'août dernier, et ce, après 38 ans de règne sans partage. Dossier Khalifa Sall au Sénégal, le procès du maire de Dakar s'est ouvert ce jeudi pour être aussitôt renvoyé au 3 janvier prochain. Soupçonné de détournement de deniers publics à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, il doit comparaître avec ses collaborateurs devant le tribunal correctionnel. Reportage. Nouvel épisode dans l'affaire Khalifa Sall.
Le procès du maire de Dakar emprisonné depuis le mois de mars débute ce jeudi. Il s'agit d'une audience au cours de laquelle Khalifa Sall devra comparaître devant le tribunal correctionnel. Le député et ses collaborateurs comparaissent pour détournement de deniers publics évalué à 1,8 milliard de francs CFA, ce qui équivaut à environ 2,7 millions d'euros. Des chefs d'accusation réfutés par la défense qui dénoncent plutôt une affaire politique dont l'objectif est en réalité de briser la carrière de Khalifa Sall. L'un des 13 avocats du maire de la capitale sénégalaise, Maître Koureissi Ba, y voit en effet des motivations politiques. Du côté de l'État partie civile, on estime qu'il ne s'agit nullement d'une affaire politique et que l'État a bel et bien été volé. Je le disais en titre, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce jeudi de nombreux viols commis au Kenya. Des crimes commis notamment par les forces de sécurité pendant la période électorale émaillée de violence qui a duré de près de 4 mois dans le pays. Le rapport publié par Human Rights Watch révèle que de nombreuses personnes, hommes et femmes, ont subi des agressions physiques et sexuelles au cours du feuilleton électoral kenyan. Les victimes affirment toutes avoir été abusées par des civils, mais aussi des agents de police, eux qui sont censés les protéger. Je ne vois pas la police comme quelqu'un qui me protège. Je vois la police comme quelqu'un qui pourrait venir me détruire à chaque instant. 2 policiers ont ouvert mon pantalon et m'ont fait allonger sur le canapé. Ils m'ont sodomisé. Ils ont fait tout ce dont ils avaient envie. Alors que je rentrais chez moi, 2 jeunes hommes se sont approchés de moi au coin de la rue. Ils m'ont menacé avec des couteaux. L'un d'eux a mis un couteau de ce côté et l'autre a placé un couteau de ce côté. Ils m'ont forcé à me déshabiller et m'ont violé vaginalement et analement. Et ils m'ont battu sans pitié. La moitié des viols recensés dans ce document de Human Rights Watch constituent des viols collectifs. L'ONG y dénonce également le comportement de la police durant la période électorale, notamment l'usage excessif de la force contre des manifestants, les meurtres, passages à tabac et membres coupés d'individus, ainsi que le pillage et la destruction de biens. Allons à présent en Somalie où un attentat suicide a été perpétré ce jeudi dans une école de police à Mogadiscio. On dénombre plusieurs morts. Un attentat suicide perpétré à Mogadiscio dans une école de police a fait, selon la police, plusieurs morts. L'information a été confirmée par un officier de police, Mohamed Abdoul. Sans pouvoir fournir de bilan plus précis dans l'immédiat, ce dernier a laissé entendre qu'il y avait de nombreuses victimes. D'après lui, un homme portant une ceinture d'explosifs est entré dans le camp, déguisé en policier et s'est fait exploser. Selon des témoins, le kamikaze est arrivé lors du rassemblement des policiers pour leur parade matinale, massé sur une place ouverte. Le camp attaqué est le site de la plus importante école de police de Somalie. Pour le moment, aucune revendication n'avait encore été annoncée, mais les chebabs affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de police. L'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie a fait jusqu'à 512 morts le 14 octobre dernier, lorsqu'un camion piégé a explosé à Mogadiscio, selon un comité travaillant sur les victimes de cette attaque. Au Togo, des milliers de personnes ont à nouveau défilé ce mercredi dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain du début des consultations avec différents partis politiques en vue de la tenue d'un dialogue réclamé par la communauté internationale. Des concertations qui ont été boycottées par l'opposition. Ils ont à nouveau défilé mercredi dans les rues de Lomé. Ils étaient des milliers de personnes à l'appel de l'opposition qui a boycotté les concertations proposées par le gouvernement pour sortir de la crise politique que traverse le Togo depuis 3 mois. D'après Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, la mobilisation va se poursuivre jusqu'à satisfaction des revendications, notamment le retour à la Constitution de 1992 qui prévoyait une limitation à 2 mandats présidentiels et le départ du président Faure Gnassingbé.
À la veille de ces manifestations, le gouvernement a entamé des consultations avec différents partis politiques en vue de la tenue d'un dialogue réclamé par la communauté internationale. Mais la principale coalition d'opposition, composée de 14 partis, a décidé de boycotter ces discussions qui se déroulent à huis clos à la primature et de maintenir son appel à manifester, comme elle le fait quasiment chaque semaine depuis 3 mois. Elle reproche notamment au gouvernement de vouloir être juge et partie en organisant des rencontres, alors que plusieurs médiations internationales sont parallèlement en cours, notamment via les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé. Nouveau revers judiciaire en Afrique du Sud pour le président Jacob Zuma, empêtré dans une longue série de scandales. La haute cour sud-africaine lui a ordonné de mettre en place d'ici 1 mois une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État. Il s'agit d'une décision qui intervient 3 jours avant la conférence du Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir qui doit choisir le successeur de Jacob Zuma à sa tête. La justice sud-africaine ordonne au président Jacob Zuma, empêtré dans une longue série de scandales, de mettre en place d'ici 1 mois une commission d'enquête sur la corruption à la tête de l'État. En effet, le chef de l'État avait saisi la justice pour obtenir l'annulation d'un rapport officiel très compromettant pour lui. Un document qui met notamment en lumière l'implication d'une puissante famille d'hommes d'affaires, les Gupta, dans la gestion des affaires de l'État sud-africain. Dans ses conclusions, l'auteur du rapport, l'ex-médiatrice de la République Thuli Mandosela, réclamait une commission d'enquête sur le sujet, ce que le président a toujours refusé. En plus de demander l'annulation de ce document embarrassant, Jacob Zuma avait également tenté d'en interdire la publication. Mercredi, la haute cour de Pretoria a donné tort au chef de l'État, estimant qu'il avait fait preuve d'une grave imprudence en réclamant l'annulation du rapport. Selon le juge, le rapport de la médiatrice avait révélé des niveaux inquiétants de malversation et de corruption au mépris absolu de la bonne gouvernance. Par ailleurs, la haute cour de Pretoria a également ordonné au chef de l'État de payer personnellement les frais engagés pour son action en justice. Et puis toujours par rapport à cette actualité, l'ANC se réunit à partir de samedi prochain pour élire un successeur à Jacob Zuma qui achève 10 ans de gestion. Cette conférence dite élective se déroule dans un climat de vive tension. Franck Chikane, l'un des anciens du Congrès national africain, estime que si la clique dominante reste en place après cette conférence, il n'y a plus d'ANC. On le suit. Je pense que nous avons fait une erreur. Nous pensions que les membres de l'ANC étaient des anges, qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils faisaient des sacrifices. Ils étaient prêts à mourir. Même quand certaines personnes voulaient nous acheter avec de l'argent, ça ne marchait pas pendant la lutte contre l'apartheid. Mais aujourd'hui, les gens sont achetés. Ils se vendent. Ils utilisent les pouvoirs de l'État pour leurs intérêts personnels et ceux de leur famille. La nation entière désapprouve ce qui se passe. Si vous aviez une élection demain avec ces personnes sur les listes électorales, la nation voterait contre eux. On l'a bien vu lors des élections locales. Je ne m'inquiète pas pour le peuple d'Afrique du Sud. Je ne m'inquiète pas pour les membres de l'ANC. Je m'inquiète pour les délégations qui risquent de se faire intercepter en chemin pour la conférence. Si la clique dominante reste en place après cette conférence, il n'y a plus d'ANC. Et là, je m'en lave les mains. Il n'y aura plus d'ANC. La seule ANC possible, c'est une ANC dirigée par des personnes qui ont à cœur l'intérêt des masses. C'est pour ça que l'ANC a été créée. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.